Voilà, donc on va poursuivre cette matinée en écoutant Albert Sicone, qui va nous parler de l'obsession diagnostique. Bien, bonjour à toutes et tous. Je remercie les organisateurs pour ce colloque sur ce thème en plus, et je les remercie pour leur invitation. Alors, la démarche diagnostique est une étape nécessaire, est une étape intrinsèque au processus de soins psychiques, mais l'engouement actuel pour le diagnostic chez les soignants, à qui est souvent imposée une fonction d'évaluation à laquelle est réduite leur pratique, comme chez les patients, qui revendiquent parfois un diagnostic comme seul salut à leur situation de souffrance, pose question. La question se pose d'abord de la violence potentielle du diagnostic. À partir de quand le diagnostic est-il une aide pour se représenter le monde subjectif dans lequel vit le sujet, et donc pour le comprendre, et à partir de quand est-il une sentence qui condamne le sujet et l'exclut de l'humanité supposée normale? Il est bien sûr nécessaire de repérer et circonscrire les troubles, les psychopathologies, les handicaps, les maladies. C'est la principale fonction de la démarche diagnostique. Mais il est tout aussi nécessaire de ne jamais oublier combien une telle désignation contient de l'arbitraire. Cela préserve du risque d'abus éminemment présent dans toutes les pratiques de soins corporels, somatiques ou psychiques, dans toutes les pratiques d'accompagnement. Le diagnostic permet d'avoir une idée du monde psychique, de la réalité psychique dans laquelle évolue le sujet ou qui hante le sujet. Mais le diagnostic peut aussi empêcher la relation, l'écoute, la prise en compte de la subjectivité, dès lors que l'on sait. La position clinique suppose une mise en suspens du savoir sur l'autre. Le savoir sur l'autre peut être une aide, mais mettre le savoir entre soi et l'autre peut empêcher de l'écouter et produire des violences dans le soin. On n'écoute plus un sujet et ce qu'il montre ou ce qu'il raconte. On écoute un TDAH, un haut potentiel, un TSA, un autiste, un psychotique, un schizophrène, un pervers, etc. Comme toujours, la question n'est pas quoi, mais comment. La question n'est pas diagnostic ou pas diagnostic, mais comment le diagnostic. Le diagnostic se réfère d'abord à une représentation de la psychopathologie, et celle-ci suppose elle-même une représentation de ce qui relève de la norme et de ce qui s'en écarte. La définition de la psychopathologie, comme de toute maladie, la limite donnée à la pathologie est une construction temporaire soumise aux pressions de représentation sociale, toujours plus ou moins arbitraires. Les diagnostics changent, évoluent. En quelques décennies, on est passé du DSM-1 au DSM-5-TR, de la CIM-1 à la CIM-11. D'ailleurs, la psychiatrie biologique, qui se vante de faire de la psychiatrie de précision, sous-entendu les autres sont imprécis, s'appuie en fait sur un savoir totalement instable. La plupart du temps, d'ailleurs, on ne fait que changer le nom du bocal ou transverser le contenu d'un ou plusieurs bocaux dans un autre. Je crois que c'est Pierre de Lyon qui parle de bocopsychiatrie. Les diagnostics changent en fonction des savoirs socialement admis, dominants, mais le savoir n'est pas la science, comme le disait Foucault. Le savoir, comme le diagnostic, émerge d'une niche écologique de la culture, dit mon ami Roland Gori, et le diagnostic est d'abord une rhétorique de propagande, ajoute-t-il. Et si le nombre de sujets, de citoyens, à qui est attribué le diagnostic de troubles du spectre autistique, de TDAH, de multidys et autres, augmente considérablement, ce n'est certainement pas parce qu'il y a plus d'autistes qu'avant. C'est parce que les idéologies et les formations que ces idéologies infiltrent changent. Arnaud l'a évoqué tout à l'heure. L'incidence de l'autisme n'a certainement pas changé. Elle reste de l'ordre de 1 sur 10 000. Et si on est passé de 1 sujet sur 10 000 à 1 sujet sur 100, voire plus encore, c'est parce qu'on met dans le sac nosographique TSA des situations disparates qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'autisme réel. Carole en a parlé. Et cela pour des raisons idéologiques, politiques et économiques. Le jour où on aura trouvé la pilule contre l'autisme, le marché ne sera pas le même s'il concerne un enfant sur 10 000 ou s'il concerne un enfant sur 100. Par ailleurs, il en est de la psychopathologie, de la folie, du handicap, comme il en est de toutes les formes de ce que mon ami Alain Noël Henry, que plusieurs connaissent ici, appelle la mésinscription.
terme qui désigne les déviances de toutes sortes qui font l'objet de pratiques sociales visant à les réduire. Et ce qui rassemble tous les sujets mésinscrits, c'est qu'ils produisent un effet violent sur leur entourage et sur la société en général dans l'ordre de la représentation, dans l'ordre symbolique. Un effet qui varie avec toutes les gradations possibles, du simple trouble jusqu'à l'horreur la plus absolue. Ainsi, si la pathologie est incontestable, si la folie existe bien, si le handicap est évident, c'est surtout parce que tous ces troubles font plus ou moins horreur à ceux qui les regardent et qui pourraient en être affectés, qui pourraient être pareils que ceux stigmatisés par ces termes. Ce sont des troubles parce qu'ils troublent l'ordre symbolique. Autrement dit, comme l'écrit Alain Noël Henry, dire par exemple de quelqu'un qu'il est fou, c'est surtout, pas seulement, mais surtout, dire qu'il rend fou son entourage et celui qui le désigne comme fou, qu'il suscite en lui des émotions et des représentations folles qui appellent une urgente mobilisation de défense pour essayer de les faire rentrer dans le placard d'où elles n'auraient jamais dû sortir. Lorsque Canguilhem écrivait qu'il faut à l'homme normal pour qu'il puisse se croire et se dire tel, non pas l'avant-goût de la maladie mais son ombre portée, ou encore que la menace de la maladie est un des constituants de la santé, il soulignait bien la parenté que le mal, désigné chez l'autre, entretient avec le sujet lui-même. L'horreur et le monstrueux de l'autre le sont d'autant plus que le normal suppose de s'en préserver. Tout cela est important pour deux raisons. D'abord parce que se dire que l'on désigne l'autre comme anormal, handicapé, malade, fou, hystérique, schizophrène, bipolaire, non pas parce que le mal est chez lui, loin de nous, mais parce qu'il mobilise en nous quelque chose d'identique, de semblable, même si cela nous horrifie, permet de conserver l'humanité de l'autre, et donc de pouvoir s'identifier à lui, de pouvoir partager quelque chose de son expérience subjective, et ainsi de pouvoir le comprendre et éventuellement l'aider. La seconde raison est un corollaire de la première. Elle consiste à dire, comme le fait Alain Noël Henry, qu'analyser et préciser ainsi ce qu'on veut dire au juste quand on dit « ceci est une maladie, ceci est un handicap, ceci est une psychopathologie », mais à l'abri de la tentation de le faire abusivement. Et un tel abus n'est ni anecdotique, ni marginal, il est fréquent dans les pratiques de soins, il fait partie des formes de violence que contient potentiellement toute pratique soignante. Les représentations actuelles de la psychopathologie sont soumises à l'impérialisme des neurosciences et à la tyrannie du neuro-essentialisme, il en a déjà été question. Il n'y a plus de psychopathologie, c'est-à-dire de logique psychique à la souffrance humaine, il n'y a que des troubles neurodéveloppementaux, des problèmes de câblage neuronal. C'est la représentation que distribue le discours dominant, repris et vendu par les pouvoirs publics, dans l'ensemble de l'espace social. Une telle mutation n'est pas seulement le fait d'évolutions sociétales inévitables, légitimes, elle est surtout l'effet de puissants mouvements lobbyistes et prosélytiques qui occupent les couloirs ministériels, les directions de cabinet, les rédactions de certains médias et ont une influence considérable auprès des pouvoirs publics. Il est difficile de résister devant les pressions et les logiques d'un discours qui impose sa domination de manière tyrannique. Celui-ci fabrique de la servitude. On finit par intégrer ces termes, son langage. Ces promoteurs utilisent la technique du nudge, que vous connaissez peut-être, comme dans le marketing. Un mot est introduit en douceur et il va servir à induire toute une idéologie qui va transformer les comportements. Il en est ainsi, par exemple, du terme « trouble ». Il a été distillé et est maintenant incorporé, servant à imposer en douceur toute une représentation nouvelle de la psychopathologie, où il n'y a justement plus de psychopathologie, juste des troubles, du comportement, du spectre autistique, hyperactif, oppositionnel, etc. Et tout ce discours idéologique est paré des stigmates de la scientificité. Dans les sociétés industrielles, et avec maintenant le néolibéralisme et le technicisme qui les accompagnent, la science, la vraie, celle supposée dire le vrai, est une figure du savoir sacralisé. Et les universités, entre autres, sont là pour garantir ce savoir sacralisé. Elles le fabriquent industriellement et le distribuent par bribes dans un marché régi par les logiques néolibérales et dont les acteurs qui ont le pouvoir usent de toutes les manipulations que le système autorise pour assurer la population que le salut réside dans la croyance en la science.
Et les neurosciences bénéficient d'une respectabilité supérieure. Elles sont supposées plus scientifiques que les autres sciences, en particulier les sciences humaines et sociales. Ce ne sont pas les scientifiques, ce ne sont pas les chercheurs qui sont en cause, mais ce que le discours social fait de leur science. Si un expert apparaît en blouse blanche, et si de plus son titre contient le terme neuro, et si son discours est compatible avec l'idéologie dominante, eh bien il est alors supposé dire le vrai, et utilisé pour dicter les bonnes pratiques. C'est ainsi par exemple qu'un ministre de la Santé, en France, a pu se permettre de prescrire les pratiques des psychologues s'occupant de tel ou tel trouble par un simple arrêté, en s'appuyant sur des publications américaines choisies et en ignorant toutes les autres, et cela même si le rapporteur public conclut, suite aux différents recours qui ont été déposés contre de tels arrêtés, à l'incompétence du ministre pour prendre de telles mesures. Bon, il les a quand même prises, même si le rapporteur public a décrété qu'il était incompétent. La neuromania, pour reprendre le titre d'un ouvrage d'Albert Mukaiber, a évidemment pour objectif, entre autres, la destruction de la psychanalyse. Elle désolidarise le patient de son symptôme. Elle considère que le mal-être correspond à l'envahissement d'un psychisme sain par le mal, la maladie, extérieure au sujet, alors que la psychanalyse prend toujours en compte, elle, la part du sujet dans la construction d'un symptôme. Et même le diagnostic, dit Roland Gori, est toujours pris dans le champ transférentiel. Il est toujours un diagnostic transactionnel, dit-il. Balint ne disait pas autre chose à propos de la maladie somatique lorsqu'il disait que le malade offre sa maladie au médecin. La maladie s'inscrit dans une offre transférentielle. Lorsque le sujet est délogé, comme cela est particulièrement le cas dans les conceptions dominantes actuelles, lorsque l'approche de la psychopathologie méconnaît la vie subjective, la violence est alors évidemment potentialisée. On connaît les catastrophes que produit la conception techniciste et scientiste du soin psychique et de la psychiatrie, vous le savez tous. Le service public est dévasté et les dispositifs de soins sont dégradés, externalisés, ubérisés. Le soin est remplacé par le tri technique et discriminatoire. Les structures d'accueil et de soins par des plateformes de diagnostic et d'orientation. Orientation, on ne sait pas où, s'il n'y a plus personne pour soigner. La souffrance humaine existentielle est réduite à une perturbation neuronale. L'observation et la rencontre clinique sont remplacées par des extractions de données numériques. La continuité des soins est remplacée par une fragmentation de parcours standardisés et désubjectivants, dans lesquels le sujet disparaît et est réduit à une somme de compétences cérébrales et comportementales. Les professionnels eux-mêmes ne sont plus considérés comme des professionnels, mais comme des sommes de compétences. Et la déprofessionnalisation s'accompagne d'une taylorisation. Chacun n'est qu'un technicien compétent sur une petite partie d'une chaîne ou d'un parcours dont l'ensemble lui échappe et sur lequel il n'a aucune prise, aucun pouvoir, celui-ci étant réservé à des experts. La déprofessionnalisation du travail va de pair avec la désubjectivation. Et tout cela produit des violences intenses sur les soignants, sur les pratiques de soins et sur le public, les patients, les citoyens. Heureusement, de fortes réactions, de fortes mobilisations se font entendre, et ce colloque, comme tous ceux que vous organisez, en font partie. Mais le rouleau compresseur, actuellement en marche, qui écrase l'engagement des praticiens et détruit leur métier, leur profession, sera très difficile à stopper. Et tout cela fabrique de l'incompétence. On a probablement tous des exemples de situations dans lesquelles des patients hospitalisés en urgence ont été renvoyés chez eux parce qu'aucun diagnostic inquiétant n'avait été posé avec des échelles d'évaluation du risque suicidaire ou autres, et qui sont passés à l'acte quelques jours après. Les praticiens ne sont pas incompétents en eux-mêmes, mais le contexte et les conditions de travail des services de soins fabriquent de l'incompétence. Ils obligent à oublier la dimension humaine du soin psychique. La santé mentale n'est pas qu'une affaire de chimie, de cerveau, de protocole, d'échelle, de diagnostic. Elle est d'abord une affaire d'humanité. Et le diagnostic doit s'appuyer sur bien autre chose que des échelles standardisées et une attention aux simples symptômes comptabilisés. L'approche diagnostique en psychopathologie, d'ailleurs, ne peut pas se réduire à une comptabilisation de symptômes. Le diagnostic concerne, dans une version large, non pas les simples symptômes, mais les processus psychiques.
les angoisses, les défenses contre ces angoisses, le type de relation au monde que ces angoisses et ces défenses génèrent. L'approche diagnostique, par ailleurs, est utile et pertinente à condition de tolérer la complexité du psychisme. La complexité du psychisme ne doit jamais être oubliée. Toute représentation simpliste est loin de la réalité. S'approcher des processus psychiques, des signes qui les révèlent, suppose de tolérer la complexité et l'ignorance dans laquelle on est, même si on sait beaucoup de choses. Un collègue et ami neurobiologiste, professeur des universités, racontait qu'il avait l'habitude de dire à ses étudiants « Aux premières années, je leur dis « le cerveau, ça fonctionne comme ça ». Aux deuxième année, je leur dis « le cerveau, ça fonctionne toujours comme ça ». Aux troisième année, je leur dis « le cerveau, ça fonctionne un peu comme ça, mais on n'est pas sûr ». Et aux quatrième année, je leur dis « le cerveau, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne ». Eh bien, on peut dire exactement la même chose du psychisme, de la réalité psychique, de la subjectivité. Par ailleurs, ce n'est pas toujours la clinique qui détermine le diagnostic. Parfois, les soignants recherchent les diagnostics qui sont non pas ou non seulement les plus proches de la réalité des patients, mais les plus compatibles avec la liste des pathologies dont les soins sont remboursés ou sont les mieux pris en charge. C'est le cas, par exemple, en Suisse. En Suisse, les psychothérapies en libéral sont prises en charge par les assurances maladie, qu'elles soient réalisées par des psychiatres ou des psychologues. Bon, le tarif est moindre si le thérapeute est psychologue que s'il est psychiatre, il ne faut quand même pas exagérer. Mais, donc, elles sont prises en charge par les assurances maladie à la condition qu'un diagnostic soit établi dans une liste qui est évidemment très réduite. Et les praticiens n'ont aucun complexe, en Suisse, à dire à des parents « on va mettre comme diagnostic TSA », même si votre enfant n'est pas du tout autiste, mais comme cela, la psychothérapie sera remboursée. Psychothérapie psychanalytique, car en Suisse, il n'y a pas encore de HAS qui a interdit les approches psychanalytiques pour des raisons totalement idéologiques et politiques, comme en France. Et je peux donner une anecdote qui est vraie. C'est une psychologue qui raconte qu'un enfant a consulté un centre autisme en Suisse pour avoir un diagnostic afin que sa psychothérapie soit prise en charge. Il a eu un bilan neuropsychologique et il est ressorti avec un TSA à 10%. C'est possible, on peut être TSA à 10%. Ce qui n'est malheureusement pas suffisant pour que son assurance, l'assurance de ses parents, rembourse les séances. Alors la psychologue explique cela à la mère, et la mère se tourne vers l'enfant en colère et lui dit « Mais enfin, pourquoi tu as regardé la neuropsychologue ?» Et l'enfant lui répond « Mais tu ne me l'avais pas dit, il fallait me le dire, pas la regarder, je ne l'aurais pas fait. » Je vous assure que c'est vrai. Les éléments qui président à la détermination d'un diagnostic concernent aussi, bien entendu, les idéologies. Et l'ère contemporaine, vous le savez, restreint considérablement le champ des diagnostics possibles. À l'heure du tout neuro, à l'heure de la quasi-disparition de la psychopathologie, dans le sens de la prise en compte des logiques subjectives de la souffrance psychique, un enfant, par exemple, n'a guère le choix du diagnostic. TSA, HPI, TDAH, TOP, multidys. C'est à peu près la même chose pour un adulte, bipolarité en plus. On peut par ailleurs souligner le paradoxe entre, d'une part, une demande de plus en plus croissante de diagnostic, par et pour de plus en plus de citoyens, avec une banalisation du diagnostic, qui s'inscrit en fait dans une nouvelle forme de contrôle social, il en était question, et d'autre part, une demande de plus en plus pressante d'inclusion des citoyens ainsi stigmatisés. L'inclusion scolaire, des enfants ainsi désignés porteurs de handicap, est d'ailleurs une hypocrisie politique totale. Elle suppose le remplacement de structures spécialisées avec tout un personnel compétent par de simples accompagnateurs de la vie scolaire, sans aucune formation et présents sur un temps extrêmement limité. L'inclusion ne serait pas une hypocrisie si les moyens retirés aux structures médico-sociales étaient entièrement donnés à l'école pour garantir des inclusions pertinentes et efficaces qui ne mettent pas à mal les enseignants, voire l'ensemble de l'école. La pression des idéologies neuro-essentialistes se combine ainsi à une revendication du droit à être neuro-atypique, à être différent, à percevoir le monde autrement, etc. Alors comment fabrique-t-on un diagnostic fallacieux ?
il faut bien sûr absolument lire les travaux de François Gonon, je sais que vous l'aviez invité, qu'il n'a pas pu venir, en particulier son ouvrage récent, Neurosciences, un discours néolibéral. Il est chez le libraire, là, qui est là jusqu'à 13h, j'ai compris. Voilà. François Gonon, qui est neurobiologiste, neuroscientifique, directeur de recherche, il est spécialiste entre autres de la dopamine. Il faut absolument le lire pour comprendre, et l'entendre, parce qu'il fait beaucoup de conférences, maintenant il est connu, pour comprendre comment on fabrique un savoir fallacieux, comment et pourquoi on a inventé les TND, et notamment le TDAH. François Gonon a très bien analysé la diffusion dans le grand public de l'idée que les troubles mentaux ont une causalité exclusivement neurobiologique. Le pourcentage des citoyens comme des acteurs politiques qui sont convaincus que les troubles mentaux, les maladies psychiatriques, mais aussi la dépression, l'alcoolisme et autres, sont des maladies du cerveau d'origine génétique est en progression permanente. Et cela réjouit tout le monde. Cela réjouit les autorités de santé, comme les politiciens, car cela conduit à minimiser, voire à dénier l'impact des facteurs environnementaux et à ignorer les mesures sociales, politiques, comme les dispositifs de soins qui seraient indispensables pour une vraie prise en compte et une vraie prévention de la souffrance psychique. Si tout vient du cerveau, il est inutile de faire de la prévention, il est inutile même de faire du soin. Un récent débat sur France Inter, à l'occasion de la propagande autour du slogan « La santé mentale comme grande cause nationale », réunissait une responsable d'une fondation connue, qui malheureusement a l'oreille des pouvoirs publics, et une médecin-chef de pôle d'un hôpital psychiatrique. Les deux ont prononcé un nombre considérable de fois le terme diagnostic, 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 diagnostic. Le soin, c'est le diagnostic. Et l'une des deux expliquait que si un adolescent fait une tentative de suicide, c'est parce qu'il a une maladie qu'il faut diagnostiquer. Ce n'est pas parce qu'il souffre et qu'il a besoin de soins, non. Il a une maladie psychiatrique, et il faut juste la diagnostiquer et la traiter comment ? Par des psychotropes, évidemment. Il y a dans tout cela, dans cette psychiatrisation et psychiatrisation biologique de la souffrance et de la condition humaine, une entreprise politique de désubjectivation, une désubjectivation de la vie dans la cité. Et cela participe à dédouaner l'État et les pouvoirs publics de la mission noble et démocratique qui devrait être la leur et qui est de veiller à garantir des conditions de vie décentes et dignes pour tous les citoyens. De telles conceptions sont par ailleurs parfaitement solubles dans les discours néolibéraux, comme le développe aussi François Gonon, et d'autres encore, comme Roland Gori. Elles sont compatibles avec l'idéal néolibéral du sujet auto-entrepreneur de son existence. En mettant l'accent sur le cerveau individuel et sa plasticité, ces conceptions occultent les déterminations et les responsabilités parentales, familiales, environnementales, collectives, sociales, politiques, et contribue à renforcer l'idéal néolibéral d'autonomie et d'adaptabilité, idéal de l'individu auto-entrepreneur de lui-même, qui ne doit ses succès qu'à son cerveau, qu'à ses mérites, et certainement pas à son histoire, certainement pas à son environnement culturel, à sa classe sociale, à son éducation familiale, et qui ne doit ses échecs qu'à son cerveau aussi, qu'à ses handicaps, ses manques d'ambition, ses manques de compétences ou de compétitivité. Fort heureusement, cette neuromania, pour reprendre ce terme, cet abus consistant à réduire le sujet à son cerveau est actuellement dénoncé auprès des experts comme auprès du grand public par des scientifiques eux-mêmes neuroscientifiques. Alors que nous apprend François Gonon ? Il décrit dans le détail et avec une documentation extrêmement rigoureuse tous les biais qui permettent d'invalider nombre d'affirmations soi-disant scientifiques. Comme il n'est pas là, je vais faire François Gonon. D'abord, il rappelle comment fonctionne la science. Alors, la science, celle dont se revendiquent les neurosciences et la HAS. Comment on construit un savoir scientifique ? Il faut d'abord une étude initiale, dite primaire, réalisée souvent suite à une découverte fortuite. Cette étude est publiée dans une revue à comité de lecture, elle est validée par des pairs. Elle doit ensuite être reproduite sur un échantillon plus large et plusieurs fois. Elle peut aussi faire l'objet d'une méta-analyse qui va considérer l'ensemble des observations de toutes les études primaires. Il faut ainsi de nombreuses études convergentes pour construire un savoir scientifique, pour dire voilà ce que l'on sait, voilà ce que la science peut dire. Il a fallu par exemple des décennies, il a fallu faire tout ça, des décennies pour prouver que la fumée du tabac est cancérigène. Vous voyez ? Maintenant on le sait, c'est un savoir scientifique, mais il a fallu des décennies. Or, très souvent,
dans la très grande majorité des cas, et cela vaut pour toute la littérature scientifique, pas seulement en psychiatrie ou en psychologie, dans l'immense majorité des cas, les résultats publiés dans une recherche primaire ne sont pas retrouvés dans les études reproduites. Dans l'immense majorité des cas, je crois que c'est plus de 95%, elles ne sont pas retrouvées, les conclusions ne sont pas retrouvées dans les études reproduites, et ces études ne sont majoritairement pas publiées. Elles ne sont pas publiées parce qu'elles ne sont pas intéressantes, ni pour les revues prestigieuses, ni pour la carrière des chercheurs. On ne va pas publier un article dans une grande revue pour dire je me suis complètement planté, mon hypothèse est totalement débile, on ne va pas publier ça. Ainsi, pour 90% des articles scientifiques, les observations relatées sont en accord avec les hypothèses explorées. Mais les médias s'empressent de diffuser les résultats des études primaires et ne s'intéressent jamais aux études qui réfutent leurs résultats. Et on continue ainsi de toujours citer les études primaires et de se référer à leurs conclusions. Par exemple, je prends un exemple, mais il y en a des dizaines dans le bouquin de François Gonon. En 1999, le Lancet, prestigieuse revue parmi les prestigieuses, publie la première étude mesurant le taux de transporteur de la dopamine, donc qui recapture la dopamine, dans le cerveau de patients TDAH, qui conclut que le taux est de 70% plus élevé que dans l'échantillon témoin. Donc il y a là un marqueur biologique du TDAH. Or, les psychostimulants inhibent les transporteurs de la dopamine, et une observation fortuite chez l'enfant confirme ainsi la légitimité de traiter les enfants avec un psychostimulant, tout de même classé comme stupéfiant, vous le savez, le méthylphénidate, la ritaline, Carole en a parlé tout à l'heure. Or, cette étude ne portait que sur 6 patients. 13 ans plus tard, une méta-analyse portant sur 9 études, incluant 169 patients, a contredit ces premiers résultats. Il n'y a aucune différence de taux de dopamine entre sujets diagnostiqués TDAH et échantillons témoins. Aucune différence. Mais l'étude de 1999 continue d'être citée pour soutenir la causalité neurologique, neurobiologique du TDAH. Et par ailleurs, aucune nouvelle molécule plus efficace n'a jamais été découverte. De plus, les méta-analyses ne prennent en compte que les données publiées. Comme les études qui ne confirment pas les hypothèses sont beaucoup moins publiées, eh bien, les résultats des méta-analyses sont souvent largement surestimés. Par ailleurs, dans les articles scientifiques, les études avec résultats positifs sont 2 fois plus citées que les études avec résultats négatifs. Et les chercheurs citent les études antérieures conformes à leurs hypothèses 3 fois plus que les études qui questionnent leurs hypothèses, qui les contredisent. Par exemple, une étude en 2003, publiée dans Science, revue prestigieuse, décrit une vulnérabilité génétique dans la dépression. Cette étude a été invalidée par des dizaines de publications primaires et 2 méta-analyses en 2009 et 2017. Pourtant, en 2019, l'étude a été citée dans 133 publications scientifiques et 85 d'entre elles ont présenté cette vulnérabilité génétique comme un fait établi et n'ont mentionné aucune des études ultérieures contredisant cette étude initiale. Les dogmes non fondés persistent longtemps dans la littérature scientifique. Et lorsqu'ils sont repris par les médias, ce qui est le cas pour cette vulnérabilité génétique, eh bien, ils sont encore plus difficiles à combattre. Par ailleurs, qu'est-ce que cette étude, si elle avait été valide, qu'est-ce qu'elle aurait démontré réellement, cette étude ? Eh bien, elle aurait démontré que le stress, le deuil, une perte d'emploi, des dettes, un divorce, est un facteur de risque très fort pour la dépression. Parce qu'il y a besoin de faire une telle étude pour démontrer ça, tout le monde le sait. La dépression est 4 fois plus fréquente chez les gens qui viennent de perdre leur travail. Et elle ajoute qu'il y a une modération, donc l'étude ajoute qu'il y a une modération possible liée à une vulnérabilité génétique, puisque parmi ceux qui ont rencontré le maximum de stress, le fait d'être porteur de cette particularité génétique est censé multiplier par 1,3 le risque de dépression, soit 30% d'augmentation. Il y a 30% plus de dépression chez ceux qui ont cette particularité génétique et qui ont vécu le même stress que le groupe témoin. Et c'est bien peu par rapport aux effets des stress, comme la maltraitance par exemple. La maltraitance dans l'enfant multiplie par 3. Ce n'est pas 30% de plus, c'est 300% de plus. 300% de plus, le risque de dépression. Autrement dit, la véritable conclusion de cette étude aurait dû être, si elle avait été éthique, pour reprendre les propos de tout à l'heure, la véritable conclusion aurait dû être, certes,
Il y a possiblement une vulnérabilité génétique, mais celle-ci ne pèse vraiment pas grand-chose, voire rien par rapport à l'environnement. Or, ce n'est pas ce que les auteurs ont dit. Ils ont mis en avant cette tarte à la crème d'une susceptibilité génétique, si bien qu'on peut encore, sur la base de cette étude, trouver partout dans des rapports officiels, des rapports ministériels, que les causes des troubles mentaux sont une vulnérabilité génétique et des facteurs environnementaux déclenchants. Eh bien non, la vulnérabilité génétique n'était pas du tout démontrée. Les résultats de ce type d'études, obtenus grâce à des techniques très sophistiquées qui forcent l'admiration, font écran à d'autres facteurs beaucoup plus massifs dans l'équation étiologique et qui pourtant s'en trouvent implicitement dévalués. Autre biais que François Gonon nous apprend, les citations sont aussi parfois détournées. Les résultats des expérimentations sont parfois exagérés. Ils sont parfois présentés de façon plus favorable dans les résumés que dans le texte des articles. Et vu la quantité de publications, en fait, il n'y a que les résumés qu'ils ont lus. Par exemple, il y a eu de nombreuses études sur l'association entre le TDAH et l'allèle 7R du gène DRD4. Peut-être ça va parler à certains. Et 84% des résumés de ces études affirment une association statistiquement significative, mais sans mentionner la taille de cette association. Or, celle-ci est très faible. 23% des enfants diagnostiqués TDAH sont porteurs de cette anomalie, contre 17% des enfants témoins. Donc, cette association n'a aucun intérêt clinique. Mais les médias ont repris ces résumés et diffusé l'information selon laquelle de nombreux enfants TDAH sont porteurs d'une forme variante du gène DRD4, etc. Autre biais encore, une différence peut être statistiquement significative, mais n'avoir aucune valeur clinique. Pourtant, elle sera utilisée pour prouver une causalité biologique. Par exemple, une étude sur la dépression chronique montre que l'hippocampe, dans le cerveau, l'hippocampe présente une diminution légère mais significative de la taille chez les déprimés chroniques, 1,2% de diminution. Les médias se sont empressés de diffuser l'information selon laquelle la cause de la dépression chronique se trouve dans l'hippocampe. Or, premièrement, si l'hippocampe n'est pas diminué chez les sujets présentant une première dépression, la diminution est certainement la conséquence et non la cause de la dépression. Et deuxièmement, cette étude portait sur 6 patients, là encore. Et troisièmement, la variabilité interindividuelle de la taille de l'hippocampe est de 10%. De 10%. Donc même si la différence dans l'étude était effectivement statistiquement significative, elle n'a aucun sens clinique. Vous voyez ? Autre exemple encore, on pourrait les multiplier. Une étude publiée en 2017 dans une revue prestigieuse montre que l'amygdale, dans le cerveau toujours, est plus petite de 1,5% chez les enfants diagnostiqués TDAH. Or, la variabilité interindividuelle est de 9,4%. Là encore, d'une part, la diminution observée dans l'échantillon peut être la conséquence et non la cause du TDAH, et d'autre part, une telle variation n'a aucun sens clinique. Or, les auteurs concluent que le cerveau des enfants TDAH est bien anormal, et que le TDAH est bien une maladie du cerveau, et que l'information doit être absolument communiquée aux patients et à leurs parents. Information, bien sûr, largement diffusée dans les médias. Il y a donc un écart considérable entre le discours triomphant adressé au public et les avancées réelles en neurosciences et en neuropsychiatrie. Et c'est seulement les promesses des neurosciences et non leurs résultats, comme le dit François Gonon, qui séduisent la collectivité sociale et les pouvoirs publics. On ne sait encore rien, mais on va découvrir. On va découvrir, ne vous inquiétez pas, on va découvrir. On va trouver des biomarqueurs. C'est comme si c'était fait. On va trouver des marqueurs biologiques, et ensuite on va trouver qu'un nombre de plus en plus important de personnes dans la population sont porteuses de ces marqueurs, et donc devront prendre des médicaments à vie. Le discours des neurosciences est difficile à critiquer sur le fond, car il est très technique. Et François Gonon dit souvent qu'il est malheureusement le seul à pouvoir percevoir les biais des recherches exposées dans les revues prestigieuses et dont se servent les médias pour faire leur propagande. On manipule les opinions pour des enjeux idéologiques. François Gonon encore, avec une équipe de chercheurs, de scientifiques, des psychiatres, des psychologues, des statisticiens et autres, a publié récemment, dans une revue prestigieuse aussi, une étude, vous la connaissez peut-être, elle a beaucoup circulé sur les réseaux, qui épingle la fondation que j'évoquais tout à l'heure, fondamentale, pour embellissement de résultats scientifiques.
pour usage trompeur de données scientifiques à des fins de communication, de lobbying. Cette fondation de droit privé, financée par des subventions publiques et par des fonds privés, est mise en avant par les pouvoirs publics actuellement comme référence prestigieuse, indispensable pour la psychiatrie française. Elle est évidemment fanatique des neurosciences, d'une psychiatrie biologique, de précision, et farouchement antipsychanalytique. Cette fondation est dédiée à la recherche clinique sur 4 troubles psychiatriques de l'adulte, l'autisme sans déficience intellectuelle, la dépression résistante au traitement, la schizophrénie et le trouble bipolaire. Et cette fondation a affirmé qu'une évaluation initiale dans l'un de ses centres experts avait entraîné une réduction de 50% des jours d'hospitalisation, tous troubles confondus, ce qui lui a permis d'être au centre du projet de loi 385, vous en avez sûrement entendu parler, devenu PPL 2249 après quelques modifications cosmétiques, projet de loi qui donnera une place magistrale d'expertise aux 54 centres experts fondamentaux en France. Et François Gonon et son équipe ont analysé la communication destinée au public dans la presse française, les actions de lobbying auprès des parlementaires et les preuves étayant cette affirmation, qui évidemment a intéressé tout le monde. 50% de moins d'hospitalisation, on se fait une économie, c'est 18 milliards d'économies. Ils promettent 18 milliards d'économies. C'est quand même bizarre, hein. Le montant de ce que coûte la santé mentale, la psychiatrie, c'est 23 milliards. Donc on ferait 18 milliards d'économies sur 23 milliards. Vous imaginez si on va fermer tous les hôpitaux psychiatriques, hein, s'il y a 2 fois moins d'hospitalisation. Donc ça a bien sûr intéressé tout le monde, les pouvoirs publics, les associations de familles, de patients. Et François Gonon et ses collègues se sont aperçus que la réduction des hospitalisations provenait en fait d'une seule étude portant sur des patients atteints de troubles bipolaires. Aucune publication scientifique n'a soutenu d'affirmations similaires pour les 3 autres troubles dont s'occupe Fondamental. Et cette étude présentait plusieurs défauts méthodologiques et éthiques. Elle ne comportait pas de groupe témoin. Donc 50% de moins d'hospitalisation, de moins que qui? Il n'y avait pas de groupe témoin. Hein. Par ailleurs, la réduction de 50% avait eu lieu la 2e année, pas la première année. Et après analyse précise des données, parce qu'ils sont allés regarder les données brutes dans le détail, eh bien, ils se sont aperçus que cette réduction n'était en fait qu'un retour à la moyenne dû à une évolution de la maladie après une aggravation qui avait justifié l'orientation vers le centre expert. C'est-à-dire qu'il y avait eu 2 fois plus d'hospitalisation juste avant qu'il soit orienté vers le centre expert, et après, la maladie a retrouvé, le nombre d'hospitalisations, la courbe a retrouvé sa forme normale. Hein. Donc la moyenne globale des jours d'hospitalisation n'avait absolument pas changé. Vous vous rendez compte de l'escroquerie, hein, de l'escroquerie. En février 2025, des sénateurs ont déposé ce projet de loi visant à intégrer ces centres experts au système de santé, et les justifications du projet de loi citent explicitement la réduction de 50% des hospitalisations pour les 4 pathologies. Pour les 4 pathologies. C'est une vraie escroquerie. Il faut préciser que cette fondation a des intérêts privés. Elle est partenaire officielle du groupe Corian, qui célèbre pour le scandale au sein des EHPAD, entreprise qui a compris à quel point la psychiatrie peut être un business extrêmement rentable. Fondamental bénéficie de financements provenant de diverses sources publiques, ainsi que de laboratoires pharmaceutiques, bien sûr, et de certains grands groupes industriels français. Selon ses rapports d'activité annuels, elle réalise des bénéfices considérables. Ces centres experts exercent leurs activités au sein des hôpitaux universitaires publics et avec le soutien du personnel public. Ils n'acceptent pas les orientations en urgence ni les patients hospitalisés. Et à l'issue de leur première évaluation par les centres experts, les patients reçoivent un rapport d'évaluation détaillé comprenant des recommandations d'intervention thérapeutique. Et c'est quoi ces recommandations? C'est évidemment psychoéducation, TCC, chimiothérapie, point barre. Les centres experts disqualifient tous les praticiens non experts, qui eux sont experts des patients. Ces centres ne les voient qu'une fois par an, la plupart des professionnels sont des jeunes, sans expérience. De plus, les centres experts n'accueillent au maximum une fois par an que des patients stabilisés, qui ne sont pas hospitalisés ou en crise, tandis que les professionnels, les vrais soignants, ils accueillent tout le monde. Mais le prestige scientifique associé au centre d'expertise
et le prestige imaginaire dont bénéficient les neurosciences, supposées beaucoup plus scientifiques que les sciences humaines, tendent à sous-estimer l'expertise des professionnels de première ligne et de l'ensemble des vrais soignants, et peut miner la confiance qu'ils reçoivent du public. Le lobbying de fondamental est scandaleux, absolument scandaleux. Malheureusement, les journalistes scientifiques ne sont pas conscients de ces pratiques douteuses et tiennent presque toujours pour acquis toutes les découvertes scientifiques publiées dans les revues au comité de lecture. Et les politiciens ne semblent pas plus prudents que les journalistes lorsqu'ils présentent des preuves scientifiques lors des débats parlementaires. Notons aussi que la représentation de la pathologie a un effet sur l'engagement des soignants et aussi sur la façon dont les patients sont sensibles même à un traitement médicamenteux. Une méta-analyse a en effet montré que les soignants qui adhèrent à une conception neuroessentialiste font preuve de beaucoup moins d'empathie envers les patients que ceux qui ont une conception plus psychologique des troubles mentaux. Ce n'est pas du tout surprenant. Pour les praticiens d'un centre expert, par exemple, un patient vu seulement une fois par an est bilanté à outrance et réduit à un ensemble de données qu'il faut numériser. Deux autres études, dont une longitudinale, ont mis en évidence que les patients qui participent à un essai clinique concernant un traitement antidépresseur et qui, avant l'essai, sont convaincus que leurs symptômes ont une cause purement biologique, sont moins améliorés par le traitement antidépresseur que les patients qui attribuent à leurs symptômes une explication psychologique. Autrement dit, la neuromania rend pessimiste. Alors, comment on manipule les opinions pour des enjeux commerciaux? On manipule les opinions pour des enjeux idéologiques, bien sûr, mais aussi pour des enjeux économiques. Chaque fois qu'on invente un diagnostic, on vend des molécules chimiques. Et si on trouve un marqueur biologique, encore une fois, il s'agira de montrer qu'énormément de personnes ont ce marqueur et doivent prendre des médicaments à vie. Par exemple, le 9 août dernier, a été publié dans une revue américaine de psychiatrie les confessions d'une rédactrice publicitaire médicale. Elle s'appelle Lydia Green, peut-être vous avez vu passer son article, qui explique comment elle a contribué à transformer la vente d'antipsychotiques atypiques en une industrie de 1 milliard de dollars. Nous avons redéfini la schizophrénie, réécrit le récit de sécurité des antipsychotiques et contribué à l'un des lancements pharmaceutiques les plus réussis et les plus préoccupants de l'histoire, dit-elle. Lydia Green explique comment elle a participé à commercialiser le Risperdal. Je vais raconter cette histoire, ça vaut le coup. On va voir que même si les événements sont anciens, leurs logiques sont particulièrement d'actualité. On retrouve les mêmes logiques, les mêmes impostures, les mêmes escroqueries que celles que je viens d'esquisser. Lydia Green explique qu'elle a promu le Risperdal non seulement comme un médicament, mais aussi comme une révolution dans les soins psychiatriques. Et elle raconte comment elle a pris conscience de l'immense pouvoir dont disposent les spécialistes du marketing pour façonner une version de la vérité. Au milieu des années 90, elle a décroché un poste de codirectrice de création et rédactrice principale dans une agence dont le client était Johnson & Johnson. Et le plus gros contrat concernait la commercialisation du Risperdal. Johnson & Johnson avait acquis 2 sociétés lors de la frénésie de fusion du milieu des années 90, McNeil, qui commercialisait l'Aldol, vieillissant, et Janssen, qui fabriquait le Risperdal, plus récent. McNeil espérait maintenir les revenus de l'Aldol en déposant une demande d'autorisation pour une nouvelle indication. La nouvelle indication, c'était l'agitation liée à la démence. Mais la FDA, l'agence du médicament américaine, a refusé l'autorisation et la campagne publicitaire qui avait été mise au point pendant 6 mois a été abandonnée. Et Lydia Green se souvient des photos de patients âgés tenant des fleurs avec le titre « Fragile à manipuler avec Aldol ». Une campagne publicitaire intelligente, émotionnellement percutante, suggérant aux personnes âgées de vieillir chez elles plutôt qu'en maison de retraite grâce à l'Aldol. La concurrence des génériques entraînait une chute vertigineuse du prix de l'Aldol et le refus de l'agence américaine signifiait que le Risperdal devait alors proposer l'intégralité des prestations. Il fallait convaincre les psychiatres de remplacer un médicament largement accepté et efficace, l'Aldol, par un médicament 10 fois plus cher, le Risperdal. Il fallait justifier le prix élevé du Risperdal en le positionnant comme la solution de nouvelle génération pour la schizophrénie.
Mais cela nécessitait de repenser complètement la schizophrénie et de redéfinir le rôle du Risperdal dans son traitement. La stratégie et la planification commerciale des médicaments et des dispositifs médicaux s'appuient sur une armée de chercheurs, d'agences de communication et de consultants. Et souvent, ces stratégies sont secrètes et opaques, à tel point que les personnes impliquées aux différentes étapes du cycle de vie du médicament peuvent ignorer l'objectif marketing ultime de l'entreprise. En psychiatrie, pour prouver l'efficacité d'un médicament, les cliniciens et les chercheurs utilisent des échelles d'évaluation qui convertissent les symptômes subjectifs en chiffres. Le choix de l'échelle n'est pas neutre. Les entreprises choisissent celle qui est la plus susceptible de présenter leurs produits sous un jour favorable. Ce choix influence les résultats des essais, le positionnement, les arguments marketing et la perception du produit par rapport à ses concurrents. Janssen a choisi une échelle qui a divisé les symptômes de la schizophrénie en deux catégories: les symptômes positifs, hallucination, délire, et les symptômes négatifs, retrait émotionnel, apathie. Alors que les médicaments plus anciens comme l'Aldol traitaient principalement les symptômes positifs, il a été constaté que le Risperdal pouvait également cibler les symptômes négatifs, plus difficiles à traiter. Il fallait donc déplacer l'attention des psychiatres vers les symptômes négatifs comme cible du traitement pharmaceutique. Grâce à une redéfinition de ce qui était traitable, et dès lors qu'il était présenté comme un outil pour améliorer la cognition, la motivation, l'équilibre émotionnel, et pas seulement pour contrôler les hallucinations, le Risperdal a été utilisé hors indication, et cela sans tactique promotionnelle ostentatoire, mais discrètement, et il a gagné un marché psychiatrique extrêmement vaste. Il était logique de l'utiliser pour des affections comme le TDAH, la démence, les troubles des conduites, etc. Outre l'efficacité sur les symptômes négatifs, le deuxième pilier de la campagne publicitaire, c'était la sécurité du médicament, notamment le risque supposément plus faible de symptômes extrapyramidaux associés au Risperdal par rapport à l'Aldol. Lors des premiers essais, le Risperdal semblait provoquer moins de symptômes extrapyramidaux que l'Aldol. Mais les résultats de ces études cliniques étaient faussés, car l'Aldol avait été administré à des doses inhabituellement élevées, ce qui provoquait des effets secondaires plus graves. La comparaison n'était pas seulement injuste, elle était délibérément manipulée pour faire paraître le Risperdal nettement supérieur à l'Aldol en termes de sécurité. Lorsque l'Agence américaine du médicament a approuvé le Risperdal en décembre 1993, elle a déclaré qu'elle considérait comme fausse et trompeuse toute publicité ou promotion suggérant la supériorité du Risperdal sur l'Aldol. Cette restriction empêchait l'agence de revendiquer directement sa supériorité dans les supports promotionnels. Les leaders d'opinion, rémunérés bien sûr, pouvaient mentionner dans leurs conférences la différence de symptômes extrapyramidaux dus au Risperdal par rapport à l'Aldol, mais les publicités et supports de vente ne devaient pas y faire référence. Les rédacteurs publicitaires ont alors appris à insinuer une supériorité sans l'exprimer explicitement, grâce à un langage et une communication soigneusement choisis. Comme nous ne pouvions pas affirmer que le Risperdal était plus sûr ou plus efficace que l'Aldol, explique Lydia Green, nous avons comparé les différences d'interaction entre les nouveaux antipsychotiques atypiques et les antipsychotiques plus anciens et les récepteurs cérébraux. Un récit technique et pseudo-scientifique a ainsi été élaboré que les leaders d'opinion, toujours rémunérés, ont pu reprendre à leur propre compte dans des articles de revue, dans des résumés, dans des programmes de formation médicale continus et sponsorisés. La plupart des médecins, écrit Lydia Green, n'ont pas le temps d'examiner attentivement chaque affirmation scientifique présentée dans la publicité, les programmes de formation médicale continue ou les articles publiés. Si vous leur présentez une histoire plausible, ils compléteront le reste, conclut-elle. Voilà, c'est exactement ce que fait Fondamental. Et il fallait ensuite, alors la deuxième étape c'était la sécurité, il fallait ensuite maintenir les patients sous Risperdal en continu. Le laboratoire Janssen a élaboré tout un programme présenté comme une ressource pédagogique, mais qui répondait en fait à une stratégie sophistiquée de fidélisation des patients. Ce programme comprenait notamment des brochures destinées aux patients, aux aidants et aux professionnels de santé, avec un message central, omniprésent, sur tous les supports: n'arrêtez pas votre traitement, n'arrêtez pas votre traitement. Un service gratuit offrait aux familles et aux professionnels de santé une assistance en direct pour toute question concernant le traitement par Risperdal et les problèmes de remboursement.
Des documents rédigés avec la contribution d'un groupe de leaders d'opinion reconnus en recherche clinique et favorables à ce médicament, leaders rémunérés bien sûr, leur donnaient une légitimité, une respectabilité incontestable. Nombre d'entre eux étaient sincèrement enthousiastes à propos du Risperdal, et les experts médicaux ayant des réserves ou adoptant une position plus prudente n'avaient pas leur mot à dire. Lydia Green a elle-même rédigé un article destiné aux psychiatres intitulé « L'alliance thérapeutique », expliquant comment l'observance thérapeutique s'améliore lorsque les patients font confiance à leurs soignants. Elle recommandait aux médecins de conclure des accords signés par lesquels les patients consentaient à l'avance à un traitement ultérieur, y compris une hospitalisation forcée ou un traitement médicamenteux pendant les périodes de décompensation, accords qui demandaient d'ignorer les futures demandes ou objections des patients. Tout cela était formulé dans un langage empathique, mais avec un objectif marketing clair. Le dernier pilier de cette stratégie marketing, explique Lydia Green, a consisté à collaborer avec un groupe de défense des droits des personnes atteintes de troubles mentaux. Risperdal ne serait pas devenu un nom familier sans cette association de parents qui a véhiculé un message fort. La schizophrénie n'est pas causée par un traumatisme ou une mauvaise éducation parentale, mais par un trouble cérébral d'origine biologique traitable par des médicaments. Il s'agissait d'un discours empreint de compassion, écrit Lydia Green, destiné à éliminer la stigmatisation, mais il cadrait également avec les objectifs commerciaux de Janssen. Si la schizophrénie était purement biologique, elle nécessiterait un traitement à vie. Lydia Green s'est rapprochée du porte-parole le plus en vue de cette association, qui avait passé une grande partie de sa vie dans des services psychiatriques, après avoir été enfermé dans sa chambre à l'adolescence par ses grands-parents qui le croyaient possédé. Celui-ci est devenu la figure emblématique du laboratoire de Janssen. Il parcourait le pays, donnait des interviews, racontait comment il avait été guéri par le Risperdal. C'était quelqu'un de chaleureux, brillant, drôle, mais son histoire est tragique. Il est décédé en 2000 de complications liées au Risperdal. Obésité, diabète, maladie cardiaque. Cette partie de l'histoire n'a jamais été racontée. Pendant un temps, la stratégie a tenu. Finalement, la réalité s'est imposée. À la fin des années 90, les affirmations concernant le Risperdal ont commencé à se fissurer. Des études indépendantes à plus grande échelle ont commencé à dresser un tableau différent de celui qui était diffusé. Des recherches menées au Canada ont mis en évidence qu'il n'y avait pas de différence d'efficacité marquée entre les antipsychotiques atypiques et les antipsychotiques traditionnels. L'innocuité affirmée du médicament a également commencé à faiblir. Et 5 ans après son lancement, une préoccupation plus sérieuse est apparue, les effets secondaires métaboliques. Le Risperdal était de plus en plus associé à une prise de poids importante, au diabète et chez les adolescents à la gynécomastie, le développement mammaire. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers avertissements adressés aux médecins ne provenaient ni de l'agence du médicament, ni des organismes de surveillance médicale. Ils provenaient de représentants commerciaux qui faisaient la promotion d'un autre médicament, le Zyprexa, et qui tentaient de saper le profil de sécurité du Risperdal. C'est un détail souvent négligé. Les médecins sont souvent informés des risques d'un médicament, non pas par les autorités réglementaires ou les revues médicales, mais par les représentants pharmaceutiques cherchant à discréditer le médicament d'un concurrent. Comme le dit Lydia Green, nous n'avons pas seulement fait la promotion du Risperdal, nous avons contribué à inaugurer une nouvelle ère du marketing médical, où l'information sur les maladies, la recherche clinique et la stratégie commerciale se fondaient dans la même communication. Et nous étions convaincus que tout cela était au service de soins meilleurs. Cette approche marketing a transformé la santé mentale. Les antipsychotiques atypiques, initialement approuvés par la schizophrénie chez l'adulte, ont fini par dominer le marché, représentant plus de 93% de toutes les prescriptions d'antipsychotiques en 2021. Une grande partie de cette utilisation était hors indication. Dans certains États des États-Unis, les psychiatres ont prescrit tellement d'antipsychotiques atypiques aux enfants placés en famille d'accueil que les législateurs ont dû intervenir. Et Lydia Green de conclure, tant que les intérêts financiers contrôleront la conception des études, influenceront les discours et géreront la communication, personne, que ce soit les médecins, les patients ou le public, ne pourra vraiment savoir ce qu'il faut croire.
C'est ce que j'ai appris en travaillant à l'intérieur du système, et c'est pourquoi j'en suis partie, dit-elle. Ça, c'est tout à fait ce qu'on observe actuellement. Pour conclure, on voit que la démarche diagnostique peut concerner bien autre chose que l'intérêt du patient, du sujet souffrant. Cela dit, une telle démarche trouve toute sa pertinence et son bien fondé dès lors qu'elle respecte la subjectivité et qu'elle intègre la complexité du psychisme humain et des conditions de son développement, sans le réduire à l'un de ses aspects. Je parlais du neurodéveloppement, mais tout est toujours neurodéveloppemental, au sens où la réalité neurobiologique n'est que le substrat biologique de la réalité psychique. Tout événement psychique a un mode d'expression cérébrale. Tout phénomène psychique se traduit par des mécanismes neurobiologiques. Cela n'implique nullement un statut de causalité radicale à ce mode d'expression. C'est le principe même de toute conception moniste, qui considère qu'il n'y a pas le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Il n'y a pas la matière d'un côté et l'esprit d'un autre côté, indépendants l'un de l'autre, même s'il y a des discours dualistes, avec des dominances temporaires locales d'un pôle sur l'autre. Le neuro-essentialisme actuel oublie et fait oublier que biologie et psychologie ne sont que les deux faces d'une même réalité. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Merci beaucoup, c'est un peu effrayant tout ça. D'autant que ça rappelle ça rappelle la loi de Brandolini, c'est-à-dire qu'il faut très très peu de temps et d'énergie pour dire un mensonge ou une idiotie. Et par contre, pour la démontrer, ça demande une énergie folle. Et d'où l'intérêt des travaux de François Gonon, entre autres. Mais ça demande un temps infini que peu de gens ont. Voilà. Et puis on voit aussi comment le discours et les contraintes néolibérales infiltrent la recherche elle-même et introduire des biais, ne serait-ce que par ce qu'on appelle maintenant les KPI, c'est-à-dire les Key Performance Indicators, et qui forcent les chercheurs à produire des textes, et pas toujours très très intéressants, mais il faut écrire, il faut écrire, et ce n'est pas toujours très très innovant en fait. Hein. Ce que vous avez dit là aujourd'hui me faisait penser aussi à ce que j'entendais dernièrement, je ne sais plus dans la bouche de qui, mais que fondamentalement, en psychiatrie, il n'y a pas eu de découverte essentielle depuis plus de 50 ans en matière biologique. Qui veut réagir? Oui. Oui, bonjour, Étienne Creusot, personnel en santé mentale. J'espère que je ne vais pas trop déborder. En fait, j'ai fait une formation péridentale à Lyon, personnel en santé mentale. Et dans cette formation, il y avait des personnes qui souffraient de schizophrénie, des personnes qui souffraient de bipolarité, des personnes qui souffraient de troubles du spectre autistique, des autistes Asperger. Mais quand tu étais schizophrène, tu étais moins bien vu que celui qui était bipolaire. Quand tu étais bipolaire, tu étais moins bien vu que celui qui est autistes Asperger. Et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander par rapport aux autistes Asperger, à chaque fois que je rencontrais un nouveau, de me demander si c'était ou pas, j'espère que c'est pas bête, si c'était ou pas des vrais malades. Ça, c'est une question que je me posais la question à chaque fois, est-ce que c'est vraiment des malades? Est-ce qu'ils sont... je me demandais parce que telle capacité, telle... comment on appelle ça? Des capacités, oui. Moi, je déborde. Et pour la parenthèse, le Risperdal, j'en ai eu un peu, mais je ne supportais pas, alors je suis revenu à l'alcool, quoi. Voilà. Mais le Risperdal, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'à l'époque où il est arrivé sur le marché, moi j'étais encore jeune, mais ça se vendait, quoi. Les psychiatres prescrivaient ça facilement, quoi.
à l'époque. Merci pour ce témoignage. Je n'ai pas tout entendu, mais j'ai compris que vous posiez la question de la gradation entre voilà, certaines pathologies, enfin certains contextes qui sont mieux vus que d'autres. Hein. Et c'est vrai que il en était question tout à l'heure. Hein, le TSA, l'autisme, l'Asperger fait l'objet d'une il y a une espèce de séduction sociale. Par rapport à, il n'y a pas une série américaine dans laquelle il n'y a pas un autiste ou un Asperger qui est là pour aider les policiers, qui comprend plus vite que les enquêteurs. Hein. Il y a une espèce de conquête d'une place sociale hein, par l'autisme qui explique aussi tout ce qu'on peut vivre comme mélange d'un certain nombre de troubles qui se retrouvent tous dans le même sac et qui concernent encore une fois des situations extrêmement disparates qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'autisme réel. Oui, moi je voulais souligner aussi que, à travers votre intervention, qui n'était pas facile, hein, c'est là où on voit quand même que si on veut essayer soi-même d'avoir une lecture critique dans ces dimensions-là, c'est quasi impossible. Parce que c'est illisible en fait, et il faut être déjà chercheur soi-même, c'est ce que rappelle Gonon, hein, pour pouvoir rentrer dans ces études et pouvoir y apporter un regard critique. Mais vous avez rappelé quelque chose qui pour moi est essentiel. La question, c'est pas être pour ou contre les diagnostics, vraiment pas, mais c'est qu'un diagnostic, ça se donne sous transfert. Moi, c'est vraiment ce qui me paraît le plus déterminant. C'est-à-dire qu'envisager qu'il y a des gens qui diagnostiquent d'un côté et puis qui ensuite envoient vers d'autres personnes qui vont, eux, s'occuper des soins, ça n'a aucun sens clinique et de soins, puisque la dimension diagnostique peut être aidante dans la mesure où c'est celui qui le pose, qui accompagne le patient. C'est-à-dire que ça doit servir à un moment donné de point d'appui, de point d'éclaircissement, que ce soit pour le patient ou pour le soignant qui le pose. Mais créer des usines à diagnostic n'a aucun intérêt. Oui. Oui, là où je vous rejoins, c'est qu'en effet, le diagnostic se situe dans une zone de transitionnalité. Et je trouve que c'est important aussi du côté du traitement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le pense en tant que médecin. Parce qu'en effet, on ne sait pas très bien comment ça marche, pourquoi ça marche et quels effets ça va avoir. Il y a une dimension très imprévisible, encore plus chez l'enfant que chez l'adulte. Mais parfois, en tout cas, moi, j'aime bien ce que dit Maurice Berger autour du TDAH et de l'instabilité psychomotrice en disant qu'il y a un jeu à jouer autour de ça, justement, et que parfois ça permet de se décaler, de se décentrer des enjeux psycho-affectifs qui sont parfois tellement fixés, immobilisables, que ce pas de côté, il œuvre justement par une remise au travail. L'enfant arrive aussi parfois à prendre appui pour se restaurer sur le plan narcissique, à retrouver... Alors, certainement que en fait, le traitement vient pallier à une contenance de l'environnement qui est défaillante, mais en même temps, ce pas-là, il est parfois intéressant et il permet justement une remise au travail qui, sans cela, est... Alors, peut-être aussi parce que ce qui nous arrive en tant que pédopsychiatre, c'est des situations qui sont ultra saturées, des enfants qui ont été coupés en morceaux par plein de bilans différents, et ce travail, alors voilà, j'emploie le terme souvent un peu de chef d'orchestre, c'est pas du côté dirigiste, mais c'est du côté un peu de la cohérence que pourrait reprendre du coup l'approche de soins, qui du coup, voilà, le traitement est un des aspects, en tout cas je trouve, qui œuvre sur cette co-construction du soin. Oui, tout à fait, c'est ce que je soulignais, c'est pas diagnostic ou pas diagnostic, c'est comment le diagnostic. Hein. La question, c'est pas quoi, c'est comment. Comment on l'utilise, vous avez parlé de jeu, voilà, d'air transitionnel, comment... Et pareil pour le traitement, c'est pas traitement médicamenteux ou pas traitement médicamenteux, c'est comment le traitement, comment on l'utilise. Moi, je vais intervenir, je suis désolée en tant que fausse soignante, puisque je travaille en centre expert, hein, on est plusieurs dans la salle à travailler en centre expert. C'est très bien. Oui, mais je pense que c'est intéressant de rappeler qu'en centre expert, les personnes qui adressent, c'est avant tout les pédopsychiatres ou autres médecins
qui soignent aussi et qui ont besoin de ce regard-là. Et on a commencé la journée en parlant de l'insupportable. Je pense que le plus insupportable, c'est d'entendre sans cesse ce clivage entre psychothérapie, entre diagnostic, entre neurosciences, etc. Je pense qu'on peut tous travailler ensemble. Et c'est là, je pense, le gros problème à l'heure actuelle, c'est que chacun fait son travail de son côté, en essayant de cliver les approches, là où je pense qu'on pourrait tous avoir un apport, et c'est ce que je pense décrit très bien le docteur Gillios, ce côté où finalement, oui, on a chacun peut-être un regard différent, et l'important, c'est de pouvoir se regrouper, essayer de comprendre et accompagner l'enfant. Et poser un diagnostic, je pense que c'est en effet pas empêcher l'accompagnement. Au contraire, dans certains cas, on voit que ça débloque aussi des choses et que c'est important aussi de le souligner. Merci pour cette intervention. Il faudrait juste que vous disiez cela à la HAS. C'est pas nous qui clivons, c'est pas les approches des centres experts qui sont interdites, c'est les approches psychanalytiques qui sont interdites. Nous, ce qu'on demande, c'est justement de pouvoir continuer de penser à plusieurs, de tolérer l'altérité, c'est l'approche démocratique. C'est l'approche démocratique qui est empêchée. Hein, c'est le fait de pouvoir penser à plusieurs. Et, je connais aucun psychanalyste, je connais aucun soignant qui se réfère à une approche psychanalytique qui a demandé l'interdiction des TCC ou l'interdiction des neurosciences. Par contre, dans l'autre sens, c'est comme ça que ça nous est, que ça nous est dit. Donc, très bien, c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est ce que vous défendez. Allez le dire à la HAS, allez le dire à la HAS. Après, qui ne critique pas les TCC, ok, mais j'entends encore très régulièrement que le TSA, ça n'existe pas, que c'est inventé, toutes ces choses-là. Il y a quand même des études qui montrent qu'il y a un fonctionnement particulier, etc. Donc je nuancerais quand même certains propos de certains professionnels. Oui. Ça, c'est pas l'unanimité, je suis d'accord. Mais il y a parfois un manque d'ouverture aussi de certains professionnels, que ce soit du côté des neurosciences ou autres. Le problème, c'est pas la controverse, c'est quand il ne peut plus y en avoir. Et la situation dans laquelle on est actuellement, c'est que il devient interdit d'avoir une controverse. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est très bien que vous soyez venus, et c'est très bien que vous preniez la parole, y compris quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous entendez. C'est absolument pas un problème. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui ne peut qu'enrichir, parce que chacun ne peut pas s'en tenir qu'à son précaré et ne pas entendre. Enfin, normalement, on est tous formés à ça, à essayer d'entendre quelque chose de l'altérité qu'il y a dans l'autre. Et moi, pour compléter, je me permets juste, je suis donc moi infirmière et je suis à 70% en CATTP et du coup je suis à 30%. Alors j'avais envie de rigoler en disant je suis 70% empathique. Non, je plaisante. C'était juste. Si, mais c'est rigolo. C'était juste, moi ce que je voulais soutenir, c'est que quand on est du coup dans nos diagnostics en centre expert et qu'on prend le temps et qu'on souhaite ensuite se réunir et avec les professionnels qui adressent, et on sait combien on est tous surchargés, pris dans nous, mais comment nous on porte au sein de ce centre expert le fait de pouvoir se réunir, de penser, de faire part de ce qu'on a vu, observé, diagnostiqué, et de faire le lien avec les professionnels qui accompagnent, qui suivent, qui prennent en charge. Et que moi je trouve, et pour avoir discuté pendant la pause, c'est ce qu'on vit tous, on est tous pris dans notre... Et que c'est la question du lien, de comment ensuite on continue de pouvoir essayer de se rencontrer, partager, de pouvoir même avec les écoles, de pouvoir prendre du temps, penser, réfléchir. Et moi c'est ça qui m'inquiète le plus en fait. Voilà. On ne peut que vous rejoindre sur cette inquiétude-là. Oui. Et que je pense que c'est là qu'il faut qu'on lutte. D'où l'intérêt de journées comme celle-ci, qui rassemblent justement des praticiens de pratiques différentes, hein, et qui peuvent se disputer au sens de la disputatio universitaire. Hein. Mais ça devient de plus en plus interdit. Il faut savoir que ça devient de plus en plus interdit. Hein. Vous êtes sûrement au courant d'une conférence au CHU de Saint-Étienne qui a été interdite et qui proposait une discussion entre psychanalyse et neuropsychologie. Elle a été interdite, censurée, interdite. Hein. Voilà, c'est ça la réalité. C'est aussi sur des journées comme celle-là qui permettent d'échanger sur nos différentes places et avec l'intérêt principal qu'est le patient. Mais c'est aussi, on sait que notre médecin référente a pu aussi faire part, vu qu'elle n'a pas pu être là aujourd'hui, d'un message qu'elle a transmis. Mais c'est comment, à un moment donné, sur des journées comme celle-là, avoir aussi le côté...
moi là je parle en mon nom, du côté neurosciences, du coup, d'entendre des personnes venir parler de ce qu'elles connaissent, de ce qu'elles font, pour que ça amène aussi cette question de débat. Voilà. Alors, juste une petite chose, le problème, c'est pas les neurosciences, ni les neuroscientifiques, comme l'a très bien expliqué M. Sicone, et moi j'ai aucun problème c'est vrai qu'on aurait bien aimé que M. Gonon vienne, puisqu'il est neuroscientifique, il a écrit beaucoup de choses dans ce domaine-là, mais il a cette attention particulière à la manière dont on utilise les neurosciences dans une certaine et pour une certaine idéologie. Et que ça, il faut quand même à certains moments pouvoir le faire apparaître, ou en tout cas ne plus l'invisibiliser, parce que au bout d'un moment, finalement, on ne sait plus sur quoi la querelle peut porter. Donc effectivement, il faut trouver des points qui soient des points à partir desquels une discussion est possible et des avis différents, des points de vue différents puissent s'exprimer. Je me rappelle, il y a quelques années, François Ansermet, qui est psychanalyste à Lausanne, il a beaucoup travaillé avec Magistretti, je ne me rappelle plus son prénom, je suis désolé, qui était directeur du laboratoire de neurosciences de Lausanne. Et ils ont écrit un bouquin pour que chacun puisse développer leurs travaux avec un point de départ qui soit commun. Il y en a un qui a pris la trace synaptique, l'autre la trace psychique. Et ça a donné lieu à tout un tas de conversations comme ça. Donc tout ça, c'est tout à fait possible, heureusement, bien entendu, mais avec des gens, on va dire, qui ont une certaine honnêteté et pour lesquels il n'y a aucun enjeu économique. Parce qu'on voit bien que dès qu'il y a un enjeu économique, il y a tout un tas de discours fallacieux, d'un côté comme de l'autre, hein, d'ailleurs, qui peuvent se mettre en place. Voilà. Je suis psychologue clinicien au CMPIJ et du coup, ce qu'ils retrouvent souvent, c'est des parents qui bien chercher un diagnostic pour leurs enfants, mais juste pour l'intérêt un peu d'enlever la culpabilité qu'ils ont vis-à-vis de leur fils, de leur fille. Et je trouve un peu que quand il vient un peu avec cette idée de trouver que l'enfant symptôme est en effet c'est lui qui est fautif de tout ce qui se passe dans la famille, du coup ça empêche par la suite, quand ils sont diagnostiqués, ça peut empêcher qu'on puisse travailler. En fait, ça annule toute possibilité de dialogue par rapport à les problématiques qui viennent souvent de la famille. C'est quand même, je pense que le diagnostic, du coup, des fois, quand on vient les chercher trop, les parents, et qu'il n'a pas forcément, ça peut même avoir un effet négatif sur les soins. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ah oui, totalement. On a eu une très belle expérience tout à l'heure. Hein. Ce que Carole a raconté, c'est exactement... Ça illustre exactement ce que vous venez de dire, hein. Bien sûr. Alors, chez les enfants, en plus, moi je ne travaille pas avec des enfants, mais si je me trompe, vous n'hésiterez pas à le dire, mais il me semble qu'en plus, il y a un enjeu d'ordre économique derrière. Alors, économico-social, c'est-à-dire qu'il faut passer par la MDPH, il faut pouvoir avoir une reconnaissance par la MDPH. La MDPH ne reconnaît pas des maladies, elle reconnaît des handicaps. Donc ça situe déjà l'enfant dans un parcours de handicap et pas de maladie. Donc quelque chose qui est un peu plus figé. Et pour obtenir des moyens d'aide, je ne suis pas à l'école par exemple, à ESH, etc., il faut pouvoir obtenir tout ça. Et je pense aussi qu'à certains moments, les parents, quand ils comprennent qu'il faut faire tout un parcours, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix possible, pour que leur enfant puisse être réellement aidé, d'autant plus s'il en a besoin, il faut en passer par là, quoi. Vas-y.
permet de poser mes feuilles. Alors, Albert Sicon nous dit que le diagnostic est nécessaire mais pas suffisant. En gros, hein. À quel moment est-ce une aide et à quel moment est-ce une exclusion du normal? Le diagnostic est subjectif, car s'il évalue, il évolue aussi. On n'écoute plus un sujet, mais un TDAH, un TSA, un psychotique. Ah non, pardon, la psychose, ça n'existe pas. Alors, les diagnostics changent. On passe du DSM-1 au DSM-5-TR, de la CIM-1 à la CIM-11. Et puis, il y a plus d'autisme maintenant. S'il y en a plus, ce n'est pas parce qu'il y a plus d'autisme maintenant, c'est parce que le spectre est plus large. Les troubles sont des troubles parce qu'ils troublent. Dire que quelqu'un est fou, c'est dire qu'il rend fou son entourage. Hein. S'il nous trouble et qu'on tremble, s'il tremble, ça trompe dans l'eau, trouble. Et on ne se trompe pas si on dit que c'est un éléphant. Est-ce que vous êtes chaud? Ah, voilà, les mots changent d'idéologie, on parle de troubles et ça brouille toutes les frontières, elles se troublent. Et si un expert apparaît en blouse blanche et qu'en plus il a un titre de neuro, et ben tout d'un coup c'est plus sérieux. Alors moi j'ai pas de blouse blanche, mais maintenant je vais m'affubler du titre de neuroslammer. Voilà, la maladie s'inscrit dans une offre transférentielle, nous dit Albert Sicon. En gros, ça veut dire que le diagnostic n'appartient qu'à celui qui le pose. Les professionnels ne sont plus considérés comme des professionnels, mais comme un ensemble de compétences. Alors, devrait-on dire un ensemble de cons, hein? Tout cela fabrique de l'incompétence. Le contexte et les conditions de travail des lieux de soins fabriquent de l'incompétence. On a tous des exemples. Enfin, moi, j'en ai plein d'exemples. Hein. Alors, je viens de signer une autorisation comme quoi ce que j'allais dire allait être enregistré, tout ça. Donc, je ne vais pas citer directement les médecins, mais j'ai quelques petits exemples comme ça dans un service de pédopsychiatrie qui disait... Oh, on va pas le prendre, votre jeune, là, parce qu'il est trop fou. Et puis, j'ai déjà des suicidaires, des anorexiques et des phobiques. Alors, voilà. Et puis, un autre, alors, j'ai entendu ça hier, un médecin, peut-être vous le connaissez, je crois qu'il n'est pas très loin, qui dit, les psychiatres qui s'occupent des psychotiques, c'est comme les ophtalmos qui s'occupent des aveugles. Hein, ouais. Voilà. Alors en Suisse, il faut faire un diagnostic de TSA pour se faire rembourser sa psychanalyse. Oh, putain. Alors si ça se sait en France, il va y avoir le feu au lac. Hein. Les diagnostics ne sont pas toujours pertinents. Par exemple, on dit multi-10, alors qu'on voudrait dire 20, 30 ou 40 si c'est 2, 3 ou 4 fois 10 finalement. Alors, ce que nous apprend François Gonon, il met en avant les biais scientifiques. Alors, par exemple, en 1999, le Lancet publie une étude sur les capteurs de dopamine chez les patients TDAH. Mais c'était chez 6 patients. Hein, et le contraire a été prouvé hein, par la suite. Il n'y a pas de corrélation entre les capteurs de dopamine et le TDAH. Mais c'est une étude qui est toujours citée, l'étude originelle. Voilà. Donc, les discours des neurosciences sont très difficiles à démonter. François Gonon a publié un texte qui est épingle la Fondation Fondamentale. Alors, je ne sais pas s'il y a des représentants de Fondamentale. Non. Ne levez pas la main. Alors, cette dernière promet 18 milliards d'économies à la psychiatrie. Alors, on ferait 18 milliards sur 23 milliards d'économies. Bon. Albert Sicon nous explique les biais de ces études. Hein, l'intégration des centres experts au système de santé serait donc une escroquerie. Bon, de toute façon, la science, on s'en fout. Par exemple, monsieur Sicon, vous citez une étude qui montre que la fumée du tabac est cancérigène. Mais est-ce que vous-même, vous fumez? Alors, comment vous pouvez dire ça? Et oui, on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Hein. Donc, Albert Sicon, vous dites que la neuromania rend pessimiste. Mais il reste juste à savoir dans quel endroit du cerveau se situe le pessimisme. Lydia Green fait une campagne de pub disant « fragile à manipuler avec précaution ». Alors là, on se demande qui est à manipuler. Les médecins sont souvent informés des effets indésirables de certains médicaments par les représentants médicaux des médicaments concurrents. Mais ça, je ne savais pas, c'est quand même... Bon, alors pour conclure, on peut dire que le diagnostic, c'est une histoire de transfert. Hein. Le diagnostic n'engage que ceux qui y croient. Ou alors, il faut très peu de temps pour dire une idiotie et beaucoup de temps pour démontrer une contre-vérité. Alors, par exemple, il y a un monsieur qui nous dit qu'il y a un classement sur le podium des maladies mentales. Alors, en médaille d'argent, c'est schizophrénie, médaille de bronze, médaille d'argent bipolaire et médaille d'or Asperger. Et alors, il se demande aussi si les Asperger sont vraiment des malades. Alors, je ne sais pas si vous savez qui était Asperger.
Hein, c'était un médecin nazi qui était probablement lui-même atteint de ce trouble, avec une petite absence d'empathie, enfin, qui a envoyé des enfants se faire tuer, quoi. Bon, ça voilà. Et puis il y a une dame aussi qui prend la parole en disant qu'elle travaille en centre expert et qu'elle n'est pas d'accord avec tout ce qui se dit. Moi, je trouve ça super de ne pas être d'accord, vraiment, tant que vous êtes d'accord avec moi. Ça me va. Et puis il y a une dame qui nous dit qu'elle est à 70% empathique et à 30% en centre expert. Bon, là, si vous me piquez mes blagues, putain, j'ai plus de travail. Plus de travail. Et puis, je crois qu'il faut arrêter les clivages neurosciences, psychanalyse, TCC, etc. Parlons plutôt de neuropsychanalyse, parlons de thérapie comportementalo-analytique, parlons de métapsychoanalyse, ou sinon, parlons juste de moi, quoi. Très bien, eh bien, merci beaucoup. Donc la journée de conférence reprend exactement à 14h avec le docteur Bellassène. Merci d'être à l'heure, s'il vous plaît.